Merci Jacques, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Donc, merci pour cette invitation à partager avec vous une des activités du Conseil scientifique de la Caisse d'assurance maladie, et notamment tenter de tirer des informations utiles aux médecins et aux patients à partir du système national des données de santé. Alors, ce système national des données de santé, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est un système d'enregistrement colossal, puisque le nombre d'enregistrements annuels est de l'ordre de 1,2 milliard. Ce sont 500 millions d'actes annuellement qui sont saisis et 11 millions d'hospitalisations. Comme il se doit, évidemment, l'analyse de toutes ces données bute sur des obstacles et peut se réjouir de certaines qualités. Alors, les qualités, c'est un certain nombre d'informations sur les patients, âge, sexe, affection de longue durée, des documents géographiques, la date du décès, sur les consommations de soins, que ce soit en ville ou en établissement, avec tout un tas de possibilités d'identifier les actes remboursés, sur les pathologies traitées, avec tous les codages dans la limite de l'authenticité et de la précision des codages en question. Et le vrai obstacle dans cette base de données, c'est qu'elle ne contient pas de renseignements sur les examens cliniques, ni sur les examens paracliniques. Autrement dit, je sais que j'ai remboursé tel examen sanguin, mais j'en ignore le résultat. Et il y a très peu de données sociales, ce qui est un peu paradoxal dans un système où on a démontré que la première variable en matière de résultats médicaux, ce sont les inégalités sociales. Alors, évidemment, le payeur, qui est la Caisse d'assurance maladie, s'intéresse à la gestion des soins qu'elle rembourse et ça fait l'objet d'un travail d'une grande précision et qui débouche, comme vous pouvez l'imaginer, sur un certain nombre d'interrogations en matière de pertinence de ces dépenses. Alors, je crois avoir déjà eu l'occasion de passer à ce pupitre et d'avoir évoqué avec vous quelques exemples de ces travaux sur la pertinence. J'en ai rappelé très brièvement quelques-uns. Celui par exemple sur le dosage absolument exubérant du PSA, qui, en dehors de toute recommandation de dépistage systématique du cancer de prostate, est pratiqué avec une régularité absolue et probablement représente la plus forte régularité en matière de dépistage de cancer, je vous le rappelle, en l'absence totale de recommandations. Le problème du PSA, en l'occurrence pour la CNAM, n'est pas tellement de rembourser le dosage lui-même, que ce que j'ai appelé le chemin du PSA, autrement dit les conséquences d'un dosage de PSA. Et vous voyez par exemple ici, sur des hommes de 70 ans et plus, un travail qui a montré que près d'1 million d'hommes de 70 ans ont eu plus d'un dosage de PSA en 2010. Sur ce million, il y en a 20 000 qui ont eu une biopsie de prostate. Je rappelle que la biopsie de prostate peut tuer. C'est dans les résultats qu'on a analysés une mortalité de 1 pour 1000 à 30 jours. Sur ces 20 000 biopsies, il y en aura 18 000 qui aboutiront à un cancer diagnostiqué, 8 300 prostatectomies radicales, et parmi les prostatectomies radicales, un tiers des malades opérés, 30%, auront des traitements pour incontinence dans les suites opératoires. Autre travail de pertinence, par exemple, et ça a beaucoup alimenté les chaumières, sur la pertinence des appendicectomies, où vous voyez par exemple, je me limiterai à ce commentaire, que toute chose égale par ailleurs, chez les moins de 20 ans en 2010, la probabilité d'être appendicectomisé pouvait être 3 fois plus élevée dans la Creuse ou en Charente qu'en région parisienne. Cholécystectomie, en 2010, la Fédération de chirurgie viscérale et digestive ainsi que le Collège national professionnel des pathogastroentérologie et le Collège des médecines générales avaient été saisis par la Haute Autorité de Santé pour tenter une action, une recommandation professionnelle pour remédier ou pour essayer de freiner l'augmentation importante des cholécystectomies. Vous voyez qu'entre 2007 et 2010, on était passé de 98 000 à 106 000 et bons élèves, les trois structures ont répondu et produit un document. Vous voyez la remarquable efficacité de cette recommandation professionnelle, puisque publiée en 2010, alors qu'il y en avait 106 060 de cholécystectomie, en 2016, on était passé à 118 174,
ce qui démontrait la grande efficacité de la recommandation qui avait été produite. Chirurgie bariatrique, beaucoup de travaux sur la chirurgie bariatrique, il en sera question tout à l'heure. Je me limiterai à deux choses. La première, c'est la pertinence, c'est notamment une bonne opération, mais dans le bon établissement. Et vous voyez que sur les 500 établissements nationaux qui déclarent faire de la chirurgie bariatrique, il y en a 200, c'est-à-dire 40%, qui font 5% de l'activité. La vraie question, c'est est-il vraiment raisonnable d'avoir ce type de dispersion? Alors, c'est en voie, ça s'améliore indiscutablement. On a noté une tendance à la concentration, mais enfin, il reste encore pas mal de choses à faire dans ce domaine. Et sur le bariatrique, à nouveau, un travail qui avait été fait en 2015, il n'y a pas bien longtemps, dans le cadre d'un travail de la Cour des comptes, où il était apparu que, en analyse comparative des taux de recours à la chirurgie bariatrique entre régions, et quand on cherchait à identifier des paramètres, des variables qui influençaient cette consommation, c'était pour constater que le revenu médian, c'est-à-dire la faiblesse du revenu médian, traduisait ça, et le nombre de lits privés dans le département était significativement associé au taux de recours à la chirurgie bariatrique, et qu'en analyse multivariée, c'était le facteur économique, à nouveau la faiblesse de l'économie, et l'offre de soins notamment privés, qui expliquait le taux de recours à la chirurgie bariatrique. J'en arrêterai là pour ce qui traite de la pertinence, pour parler de ce qui motive plus cette présentation aujourd'hui, c'est l'information des patients. Et au travers de 4 exemples particuliers, la cure de hernie inguinale, la cholécystectomie, la chirurgie thyroïdienne et la colectomie pour cancer. Quand on regarde dans la littérature le nombre de documents d'information qui sont mis à la disposition des patients qui doivent avoir une cure de hernie inguinale, c'est pour constater une grande diversité dans le type d'événement qui peut survenir en post-opératoire. La plupart du temps, c'est une énumération non chiffrée. Et quand elle est chiffrée, on peut se poser un certain nombre de questions sur la réalité des évaluations qu'ont pu fournir ces chiffres. J'aimerais savoir, par exemple, quel est le type de travail qui a permis de communiquer aux patients que le risque de sérome post-opératoire était de l'ordre de 1,5%, ce qui me paraît assez mystérieux du point de vue méthodologique. Quoi qu'il en soit, la première remarque qu'on se fait, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que toutes ces informations communiquées aux patients sont réellement ce qu'il a envie d'entendre? Et dans un travail qu'on a fait avec les co-signataires de cette présentation, eh bien, en fait, on a constaté que une des informations les plus utiles qui pourrait être communiquée aux patients, c'est notamment le risque de réhospitalisation dans les 30 jours. Et sur cette première diapositive, vous voyez par exemple qu'en 2015, public et privé, sur 121 000 et quelques séjours, le taux de réhospitalisation à 30 jours après cure de hernie inguinale était de 4,5%. Ce 4,5%, c'est une durée moyenne de réhospitalisation un peu supérieure à 4 jours. Dans plus du tiers des cas, c'est en urgence. Et fait remarquable, c'est asphyxique ce truc, fait remarquable le nombre de réhospitalisations dans le même établissement. Vous remarquez que par exemple dans le public, dotation globale, le taux de réhospitalisation dans le même établissement est un peu supérieur à 70%, alors que dans les ex-OQN, le taux de réhospitalisation dans le même établissement n'est que de 57%. On peut penser que là, il y a un échappement de l'information qui peut faire que la perception qui a été celle des opérateurs quant à la qualité des résultats est biaisée par le fait que les réhospitalisations n'ont pas lieu dans le même type d'établissement. Alors on a exploré un peu plus sur ces hernies inguinales pour constater que en chirurgie ambulatoire, qui représente quand même un peu plus de 60%, vous voyez que le taux est plus faible, ce qui n'est pas complètement étonnant par rapport à la sélection des patients, mais par contre, il y a une certaine constance dans les autres résultats, puisque vous voyez que c'est toujours à peu près la même proportion de réhospitalisation d'urgence et toujours la même différence entre public et privé pour la réhospitalisation dans le même établissement. Ça, c'est tout à fait remarquable. Vous savez que quand il y a des GHM, on peut y faire figurer les niveaux de sévérité. Et là, vous avez les GHM avec les niveaux de sévérité
pour les cures de hernie inguinale, et vous voyez l'évolution absolument linéaire des taux de réhospitalisation qui peuvent atteindre 30% dans les 30 jours suivant l'opération pour les hernies les plus graves, c'est-à-dire pour les niveaux de sévérité de type 4. 30% de réhospitalisation avec des réhospitalisations qui en moyenne dépassent la semaine. Ça, c'est la chronologie où vous voyez de manière relativement étonnante pour moi que, en fait, selon les niveaux de gravité et même pour l'ambulatoire ici, eh bien, en fait, c'est assez linéaire et avec 50% des réhospitalisations qui auront lieu dans les 12 jours post-opératoires. Ce qui fait qu'une proposition de type d'information qu'on pourrait faire aux patients, c'est par exemple, si vous êtes opéré de votre hernie inguinale, compte tenu des facteurs de risque que vous présentez, et dans le cas particulier, j'ai pris un niveau 2 de sévérité, l'analyse globale des résultats des patients opérés en France pour un niveau de risque équivalent au vôtre montre que 11 à 15% des patients sont réhospitalisés dans le mois qui suit l'opération. Cette réhospitalisation dure de 5 à 6 jours. Elle a lieu en urgence dans un tiers des cas, et la moitié des réhospitalisations ont lieu dans les 12 jours post-opératoires. Je pense que vous n'en êtes pas encore arrivé à ce type d'information préopératoire. Alors, vésicule, je ne parle que des cholécystectomies programmées, bien sûr, parce que sinon, si on prenait des complications, ce serait tout à fait discutable. Vous remarquerez que là, on passe à un taux de réhospitalisation à 30 jours. Pardon. C'était moi, ça? Non, c'est dans le sens, pardon. Donc, on est sur un taux de réhospitalisation à 7,4%, avec les mêmes choses que tout à l'heure, toujours à peu près un tiers en urgence, toujours cette différence de réhospitalisation dans le même établissement dans le public, plus souvent que dans le privé, et avec des durées moyennes d'hospitalisation qui sont de l'ordre de 4 à 5 jours au cours de cette réhospitalisation. L'ambulatoire, vous voyez que pour les cholécystectomies faites en ambulatoire, on a une petite diminution du taux de réhospitalisation, ce qui est même raison pour les hernies, avec toujours nos différences sur les réhospitalisations, le même pourcentage de réhospitalisation d'urgence. Même analyse sur les types de gravité, où vous voyez que par exemple, les niveaux de gravité 1, 2, 3, 4, on arrive jusqu'à des proportions impressionnantes de taux de réhospitalisation à 30 jours, post-cholécystectomie, programmée, j'insiste, hors complications aiguës. Même chose sur l'analyse qu'on peut faire de la chronologie de ces réhospitalisations. Vous voyez qu'ici, c'est un peu plus précoce, puisque 50% des réhospitalisations ont lieu dans la première semaine post-opératoire. L'influence de la pratique de la chirurgie ambulatoire apparaît sur ce tableau, puisque vous voyez qu'entre 2012 et 2015, on est passé de 5400 à près de 28 000 cholécystectomies faites en ambulatoire, avec une augmentation de 1 point de pourcentage du taux de réhospitalisation. Mais parallèlement, comme vous voyez, les DMS avaient suffisamment diminué pour que ceci n'apparaisse pas comme un obstacle en termes de nombre de journées d'hospitalisation. Alors ça, c'est un commentaire particulier qui tient à la précision de la nomenclature, puisque quand on a analysé les causes des réhospitalisations de ces patients après cholécystectomie, on avait été avec les collègues qui sont co-signataires de cette présentation assez impressionnés par la fréquence des diagnostics dits médicaux attachés au GHL des réhospitalisations. Alors vous verrez avec moi quand même relativement rapidement que quand on voit les diagnostics dits médicaux qui étaient les causes de ces réhospitalisations, ça ressemble étonnamment à des complications post-opératoires. Hernie, cholécystectomie, je voudrais terminer par 2 autres sujets. Un qui va être assez rapide sur cette seule diapositive, c'est la chirurgie thyroïdienne. Vous voyez que par exemple ici on a distingué les durées moyennes déjà d'hospitalisation pour les patients qui étaient opérés de la thyroïde pour cancer, nodule bénin, nodule multiple ou droite, pardon. Et vous voyez déjà qu'on n'est pas encore à la chirurgie vraiment ambulatoire, puisque les taux
de DMS supérieurs à 3 jours sont quand même relativement significatifs. Et alors on a fait une étude qui a consisté, je peux m'arrêter tout de suite, mais j'ai fait 1500 km pour venir faire la présentation, donc je pense que j'ai droit à quelques minutes supplémentaires. Alléluia, alléluia, il n'y a aucun problème. Donc quand on regarde au travers d'un certain nombre de codes, ce qu'on peut étiqueter comme complications ORL sévères et autres complications ORL, par exemple plus de 2 consultations ORL post-opératoires, plus d'une consultation d'orthophonie post-opératoire, certaines explorations laryngées, eh bien figurez-vous qu'on arrive à au moins une complication post-opératoire chez 17% des patients qui ont eu une chirurgie pour nodules bénins. Même chose pour les nodules multiples. On peut y rajouter 1% à 2% de complications liées à des hypoparathyroïdies accidentelles. Et je vais terminer sur un dernier sujet qui sera à nouveau évoqué tout à l'heure, qui est les colectomies pour cancer. Alors dans le cadre du travail qui a été fait sur l'épisode de soins, on a fait un important travail pour rassembler toutes les colectomies pour cancer qui ont été faites en France depuis 2011. Et là, je les ai regroupées par paquet de 2 années, de façon à ce que ce soit plus facile à lire. Et donc, déjà, un premier constat, c'est relativement stable, avec peut-être une rupture de continuité ici, entre 2014 et 2015, sans qu'on ait beaucoup d'explications sur l'augmentation brutale du nombre, avec parallèlement du reste aussi, peut-être une relation de causalité, la proportion d'augmentation relativement brutale de la proportion de malades opérés sous célioscopie. Quand on regarde ces chiffres, vous voyez qu'en DMS, on n'est pas vraiment à la colectomie ambulatoire, avec des durées moyennes de séjour qui certes diminuent, mais on est encore à 11 jours sur la dernière période. Mortalité, la chirurgie, la colectomie est une des opérations les plus dangereuses. Mortalité initiale de 4%, et mortalité à 6 mois de près de 9%, avec une tendance à la diminution, certes, mais enfin ça reste encore de l'ordre de 3 et 7% en mortalité post-opératoire. Se faire opérer d'un cancer du côlon n'est pas une opération bénigne. Surtout que si on est optimiste, on dit le taux de cellule augmente, la durée moyenne de séjour diminue et la mortalité diminue. Par contre, si on regarde le pourcentage de séjour avec au moins un événement indésirable, soit sur la totalité du séjour, soit directement lié à l'acte chirurgical, c'est pour constater que ça a plutôt tendance à augmenter, avec un malade sur 2 qui aura une complication, un événement indésirable au cours du séjour, et un malade sur 5, une complication de l'acte, avec des pourcentages de hospitalisation à 30 jours qui flirtent avec les 20%. Je termine sur cette diapositive avant de vous proposer une conclusion. Ça, c'est la liste des types de morbidité qu'on a constatés en post-opératoire après colectomie pour cancer. Vous voyez ici leur répartition et leur pourcentage. Plus de la moitié des événements indésirables sont en lien avec une infection ou une complication intra-abdominale. Ce qui fait que je vous propose les conclusions suivantes. Je pense que le système national des données de santé peut éviter un certain nombre de biais d'information, notamment grâce à l'exhaustivité du suivi, puisqu'on a la totalité du séjour, et surtout éviter des biais de certains recrutements qui peuvent orienter le type d'information de façon différente. Le système national de données de santé a un avantage, c'est que contrairement aux informations fournies souvent par les chirurgiens eux-mêmes, qui sont plus centrés sur la réalité à la pratique de leur acte, en fait, le système nous permet d'appréhender des informations qui ressemblent plus à ce qu'on décrit sous le nom des fragilités du patient, à savoir que finalement, on a des informations qui, notamment par les niveaux de gravité, permettent non pas de dire cette opération de hernie, c'est une chirurgie bénigne, mais cette opération de hernie chez un individu de ce niveau de gravité, ça peut être une opération très grande. C'est notamment pour les 2 derniers travaux que je vous ai présentés, un travail d'exploitation qui a été fait conjointement entre les experts du système national des données de santé, des sociétés savantes et les conseils nationaux professionnels. Je pense que c'est une possibilité d'avoir une approche plus réaliste de la
de la réalité des résultats post-opératoires, et notamment ça peut être utile si on met sous les yeux au patient la réalité de ses résultats, ça peut en faire un véritable acteur de la pertinence de ses soins. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Millat, de nous avoir présenté cette analyse du SNDS. On ouvre la discussion. Professeur Albert-Claude Benamou. Oui, bonjour et merci pour ce très bel exposé. J'ai une question qui me perturbe un peu. Dans quelle mesure, si l'on doit toute la vérité à nos patients, est-ce que ces informations qu'on va leur donner, dans la mesure où ils sont, par exemple, dans les grades 4 de gravité, de comorbidité, est-ce que quelle va être la bonne pédagogie pour leur faire comprendre que le taux de réhospitalisation atteint 30 à 40% et quelle acceptabilité vont-ils avoir de cette information? Comment la faire pour qu'ils acceptent ce risque? Je crois que tous les chirurgiens informent bien leurs patients qui sont graves, âgés, etc., qu'il y a un risque. Certes, on leur doit la totalité de la vérité, mais il ne faut pas qu'elle soit dissuasive de l'intérêt de la prescription, de l'indication. Vous avez parfaitement raison. Je pense ne pas tromper le sens de votre question en disant que c'est un peu la différence qu'il y a entre mettre sous les yeux d'un patient les informations qui concernent son opération quand il candidate pour une chirurgie de type fonctionnel et à l'inverse, savoir comment on doit se comporter en termes d'humanité et de civilité quand on est face à quelqu'un qui doit subir une opération pour laquelle finalement il n'a pas forcément le choix de l'accepter ou pas l'accepter, puisqu'il est un peu né sur la nécessité opératoire. Alors, je pense que la réponse, elle est un peu sur ce que je vous ai montré. C'est-à-dire que je pense que si vous avez quelqu'un d'un niveau de gravité 2 qui candidate pour avoir une opération pour une hernie inguinale directe, qui, ma foi, n'a pas forcément un retentissement fonctionnel considérable sur sa vie de tous les jours, je pense que ce type d'information, c'est tout à fait judicieux de lui faire savoir. Si à l'inverse, vous avez devant vous quelqu'un qui doit avoir une colectomie pour cancer, je pense que je n'allais peut-être pas forcément lui dire qu'il a 4% de risque de mortalité immédiate. N'empêche que vous lui ferez comprendre qu'il n'a pas une appendicectomie, quand même, qu'il n'y vient pas pour une partie de plaisir, et qu'il peut y avoir des événements, qu'il peut y avoir des complications, et que dans un certain nombre de cas, ces complications justifient des réhospitalisations ou des réopérations. Donc, je pense que en donnant les informations, je ne vous apporte pas la méthode pour communiquer de l'information aux patients en préopératoire. Simplement, je veux dire simplement que c'est la source d'informations réelles, chiffrées, globales, et que c'est à partir de ça peut-être que, vous savez, j'ai beaucoup entendu parler en matière d'information préopératoire, les gens qui disent mais jusqu'où on doit annoncer aux patients des risques, etc. Et l'expérience montre qu'on va passer des heures à discuter pour annoncer un risque de 1%, et on ne dit pas aux gens qu'on connaît cystectomie hors complications aiguës, qu'ils ont 7,5% de risque d'être réhospitalisés dans les 30 jours. Donc peut-être qu'il faut choisir les bonnes informations. Monsieur le secrétaire général, professeur Oui, Hubert merci, Joannet. merci pour cette communication. C'est vraiment une mine de données de santé et tous les professionnels sont vraiment avides d'avoir toutes ces informations qui relatent la vraie vie. Alors je relais une question de François Richard qui assiste à la session et qui m'a envoyé cette question par SMS. Lui demander de préciser comment les académies ou le CMP ou les sociétés savantes pourront avec rapidité démarrer des études avec le SNDS pour, par exemple, avoir les taux d'intervention, de hospitalisation de telle ou telle intervention, et comment le partenariat entre équipe chirurgicale et informaticien pourra se mettre en place. Parce qu'on voit bien qu'on est très, très demandeur de toutes ces données et de l'utilisation qu'on va en faire. Bien sûr, alors là ma présentation, elle est un peu dépassée, puisque je parle de SNDS, et que maintenant on devrait parler de HDH, de Health Data Hub, puisqu'on a élargi encore la possibilité d'enrichir la base de données. Et quand on regarde les nouveaux textes, alors il y a d'une part une partie de réponse à ta question qui est la formation méthodologique qui peut être acquise éventuellement avec l'aide des personnels de la CNAM, puisqu'il y a des formations à la lecture et à l'exploitation
des données du système national de santé qui sont tout à fait proposées et organisées, ça existe. Et d'autre part, l'élargissement de l'accès aux données de santé, actuellement, bon, c'est en cours de discussion, il y a des tas de choses qui se discutent, mais enfin, par exemple, tous les CHU, aujourd'hui, peuvent être candidats à une participation au système national des données de santé, avec une espèce de contrepartie, c'est que c'est donnant-donnant, c'est-à-dire qu'ils pourront faire des exploitations, mais il faudra aussi qu'ils contribuent. Mais les possibilités d'analyse, elles sont aujourd'hui, à mon avis, très élargies. Je pense qu'à IDN, tout ça, vous le direz mieux que moi, mais toutes les sociétés, tous les organismes de recherche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les CHU, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a un certain nombre d'ouvertures possibles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un métier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer les données de santé comme ça, parce qu'on sait faire un guideux. C'est pas le problème. Est-ce que je peux continuer? Bien sûr. En fait, probablement en pratique, c'est la voie vers la mise en place de registres pour des durées limitées, en partenariat, pour des durées limitées sur des sujets bien précis. Qu'est-ce que tu penses de ça, en partenariat avec les sociétés savantes Alors, moi, deux choses. Le registre, c'est très bien. Le problème du registre, c'est qu'il ne vaut que par son exhaustivité. Donc, c'est très joli de faire des registres. Mais une fois qu'on sort des résultats d'un registre, la plupart du temps, on a beaucoup de mal à avoir une information sur la réalité de l'exhaustivité. Ma question, en fait, mon idée, c'est un registre concernant les données cliniques, rempli pour une durée limitée, d'accord. Par rapport aux informations manquantes, sur un sujet ciblé, et vous avez des données en regard qui ne sont pas des masses de données, mais qui vont vraiment apporter des réponses sur des nouvelles des opérations récentes ou des choses comme ça. Sur les informations cliniques, oui, la réponse, oui, puisqu'elles ne sont pas dans la base. Jean-Claude Cochinal avait demandé la parole. Merci pour cette présentation. Je vois ce travail important et je pense tout le renversement du paradigme avec la value-based medicine, une grande collection outre-Atlantique d'informations. Et moi, pour certaines questions, je veux dire, on a interrogé le système avec des spécialistes et on arrivait à des indications qui étaient totalement différentes de celles qu'on posait en chirurgie vasculaire et en chirurgie thoracique, en se disant qu'elle peut être la part, je veux dire, de nos études traditionnelles du value-based, par la preuve, je veux dire, en phase de données, je veux dire, qui brassent tellement d'informations, dont celles très importantes que vous soulignez, qui, moi, sont très importantes, je pense, dans l'analyse, qui sont celles des conditions socio-économiques, qui sont celles de l'environnement, de la contextualisation de l'ensemble, qu'on est incapable, nous, de relever. On peut, comme le dit Hubert, répondre ponctuellement à des éléments de registre excessivement importants, mais je veux dire, cet environnement d'analyse de la santé est sociétal, à travers des moyens très importants. Merci, monsieur. Attendez, on va faire dans l'ordre. Monsieur Jean-Luc Pouillot, je crois savoir que tous les pays nous envient ce système-là et que c'est absolument génial. Je trouve ça nous a, on a tiré la langue au début, mais maintenant ce qu'on peut en tirer est génial sur le plan médical, etc. Et surtout quand on arrive à faire des liens avec le SNIRAM et tout ça, il y a tas de choses très intéressantes, moi je trouve. Mais alors tu nous as dit qu'il y avait 3 fois plus d'appendicectomie dans la Creuse qu'à Paris. Je m'en félicite. Mais finalement, ça débouche sur quoi comme action des pouvoirs publics, des autorités, de la tutelle, sur pourquoi et y a-t-il des actions correctrices derrière? Alors, ce sera une autre après-midi à l'Académie, ça c'est de travailler sur les taux de recours. Parce que finalement, quand je dis que la probabilité, toutes choses égales par ailleurs, d'être appendicectomisé 3 fois plus élevée dans la Creuse qu'en Île-de-France, c'est une analyse des taux de recours. Analyser des taux de recours, c'est à la fois très intéressant, mais c'est aussi, ça a des limites. Un taux de recours, ça peut être que finalement, le fait d'avoir un taux élevé ne signifie pas que ceux qui ont eu l'opération n'en avaient pas besoin.
On le compare simplement à un autre, mais ça ne veut pas dire forcément une non-pertinence. Et à l'inverse, avoir un taux faible ne prouve pas forcément que c'est vertueux, parce que ça prouve peut-être qu'il y a des gens qui auraient dû avoir besoin de l'opération et qui ne l'ont pas eu. Donc, sur le chiffre lui-même, tu te contentes d'analyser, de soulever une variabilité. Après, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de la variabilité qu'on leur met sous le nez. C'est-à-dire à eux d'avancer un peu plus loin et de démontrer que, par exemple, que dans la Creuse, toutes les appendicectomies, c'était des malades qui justifiaient impérativement cette opération. Mais sur le départ du travail de la CNAM, c'est simplement de faire une analyse de la variabilité de taux de recours selon les régions. C'est pas Ton discours était un peu plus ambigu que ça, quand même. Tu je veux dire sous-entendais. que moi, je ne suis pas ambigu dans ma tête, mais je ne suis pas forcé de dire tout ce que je pense, mais je pense qu'on sait tous qu'il y a une forte variabilité sur le taux de l'appendicectomie, beaucoup plus. Enfin, il y a une information simple en matière d'appendicite qui a été démontrée par au moins 2 registres scandinaves, c'est que la probabilité d'avoir une appendicite authentique, c'est une variable stable sur la vie durant. Autrement dit, on a autant de chances d'avoir une appendicite à 10 ans qu'à 90. Autrement dit, une fois que tu sais ça, du point de vue médical, après que si je te mets en intersection la pratique de l'appendicectomie, tu te poseras d'autres questions. Donc, je pense que, moi, je ne souhaite pas faire l'analyse pour ceux qui sont concernés. Je leur mets simplement sous les yeux les chiffres qu'on est capable de sortir de la classe, libre à eux ensuite d'en faire ce qu'ils ont envie d'en faire. Moi, Voilà, ce sera la dernière question. Oui. Vous voyez que... Christian Spagno, je voudrais insister sur ce que disait François Richard tout à l'heure. Je crois que c'est très très important que les professionnels de santé soient bien conscients de ces masses de données, se donnent les moyens de les analyser en fonction de leurs préoccupations. Pourquoi? Parce qu'il faut bien savoir que ces mêmes données de santé, en particulier le HLDE, est utilisé et sera de plus en plus utilisé par les sociétés informatiques pour mettre en place des algorithmes d'intelligence artificielle. Et si on n'est pas nous-mêmes conscients et si on analyse ces données, parce qu'on sait que les algorithmes d'intelligence artificielle sont dépendants de la qualité des données, donc si nous-mêmes on ne vérifie pas à la base la qualité et l'interprétation de ces données, on subira de plus en plus la loi de ces algorithmes. Ça, c'est une bonne réflexion. Merci en tous les cas, monsieur, pour votre communication. Moi, j'aurais qu'une seule question, ce sera vraiment la dernière, où c'est effectivement centré sur l'information. Ma question est la suivante. Ces données sont-elles accessibles au public? C'est-à-dire, est-ce que la CNAM pourrait les mettre sur un site et que les associations de patients puissent en avoir... Les données que j'ai présentées, oui, elles ont déjà été communiquées. elles sont communiquées. Parce que l'information, je vais mettre ma casquette là de professeur de médecine légale et droit de la santé, l'information doit être simple, intelligible, approximative et loyale. Et donc ça permettrait là aussi de pouvoir donner des informations. Voilà. Mais si c'est public, c'est parfait. Les taux de réhospitalisation hernie et vésicule avaient été faits à la SFCE il y a 3 ans, de cet ordre-là. Tous les travaux qu'on fait pour l'expérimentation épisode de soins sur les colectomies, le travail de publication est en cours. Non, c'est public. C'est pas du tout confidentiel. Non, c'est très bien, je pense que c'est. En tous les cas, merci monsieur.